Je vais vous parler, et ce sera la première ainsi que la dernière fois que je le ferai. Je déteste les mots. À notre époque, ils sont devenus tellement vulgaires, tellement faux. La musique au moins ne ment jamais, elle n'est que beauté, pureté. J'ai vu depuis toujours autour de moi une quantité de gens pour qui les chevaux ont toujours comblé de grands vides familiaux. Et c'est notamment à leur égard que je n'ai jamais pris la parole jusqu'ici. Considérer les chevaux comme des animaux de compagnie étant malheureusement assez peu compatibles avec leurs besoins les plus élémentaires. Je vais vous parler, j'espère que ce sera utile. J'ai passé un certain nombre de jours et de nuits dans des prairies françaises ces 30 dernières années. Au début j'étais enfant, c'était essentiellement pour fuir le bruit de la vie humaine. Puis j'ai progressé dans ma capacité à me fondre dans la société humaine. J'ai découvert l'équestre. L'équestre en France à la fin des années 80. Une époque où quantité de moniteurs étaient simplement des compétiteurs ratés, frustrés. On allait chercher nos chevaux dans des box, on les scellait à la tâche devant les box, puis après une heure à tourner en rond, à se faire hurler dessus, la boule au ventre, on les ramenait dans leur prison. Et mes parents payaient pour ça. Après 4 années d'équestre dans différents clubs, j'ai juste eu envie d'épargner à mon propre cheval toutes les choses que l'on m'avait enseignées à propos du comportement que j'aurais dû avoir avec lui, de la manière dont j'aurais dû le traiter. Bien plus tard, en 2008, à l'âge de 30 ans, à la vue notamment de l'influence croissante et massive d'un certain haras de région parisienne, qui sait visiblement acheter une crédibilité à coups de millions d'euros, en débauchant un stagiaire australien de chez Pat Parelli, pour expliquer à nos mômes à l'époque que la bientraitance, c'était manipuler ces animaux avec un bâton et des bonbons, sans véritable considération pour leurs conditions de vie. À ce moment-là, oui, j'ai décidé que je m'exprimerais publiquement. Je l'ai d'abord fait dans le court-métrage équestre Behind Our Arena en 2010, pour lequel j'ai mis en scène chacun des plans, tout comme pour les parties équestres du long-métrage du même nom 2015, sans jamais utiliser ni bâton, ni bonbons, sans jamais préparer spécifiquement les chevaux pour les prises de vue, sans les longer non plus, et sans jamais recadrer aucun plan de ces films en post-production. Par la suite, lors des projections du long-métrage qui se sont déroulées en ma présence, le public posait tant et tant de questions sur la vie des chevaux dans leur milieu légitime que je me suis dit qu'il serait peut-être utile de développer le sujet. Alors j'ai décidé de faire cette série, Chevaux, l'instinct du troupeau. Je n'aime pas vraiment montrer ces endroits que j'aime tant. J'aime tant ma solitude là où rien n'a changé. J'espère que ce sera utile. J'espère que rien ne changera jamais pour eux. Les chevaux que vous avez pu voir dans le premier épisode ainsi que dans celui-ci, tous ces chevaux sont issus d'une même espèce, Equus caballus, et de très nombreuses races, plus d'une quinzaine. La plupart d'entre eux vivent une partie de l'année sur des surfaces plus faibles et accèdent à ces prairies en fin de printemps jusqu'au début de l'automne. L'homme a appelé ça l'élevage de type extensif. J'appellerais ça avoir de la chance. Une partie d'entre eux vit toute l'année sur place et tous ces chevaux ne sont jamais parés durant tout le temps qu'ils passent dans ces endroits. Ils ne consomment aucun complément alimentaire, à part pour certains parfois du sel. Sur 24 heures, ils passent 15 à 17 heures à brouter. Pour brouter, ils doivent marcher. La marche et l'alimentation sont totalement indissociables pour cette espèce depuis bien avant que les premiers hominidés se tiennent debout. Ils parcourent 15 à 30 km par jour de cette manière. Sur ces 15 à 30 km par jour, ils vont en effectuer environ la moitié en galopant, ou en trottant, beaucoup en galopant. Ils ont 2 raisons principales de galoper. Se déplacer d'une part, et se réchauffer. Se déplacer quand les distances à couvrir commencent à être conséquentes, c'est-à-dire plus d'1 kilomètre, généralement pour rallier le point d'eau tout simplement. À partir de là, ils vont éventuellement galoper. C'est pas systématique. Et se réchauffer
Alors, petit aparté sur l'anatomie du cheval. Le cheval est un mammifère doté d'un cœur un peu comme vous et moi. Évidemment, ce cœur pompe le sang, mais ce qui lui permet d'avoir les capacités physiques qui sont les siennes, ce sont 4 fabuleux organes situés au bout de ses jambes, je veux parler de ses pieds, qui lui permettent de faire revenir le sang, de faire remonter le sang à l'intérieur de son corps de manière extrêmement efficace à mesure que son allure augmente. C'est la raison pour laquelle le pied du cheval fonctionne correctement lorsqu'il est nu, parce qu'il a effectivement plusieurs rôles, mais notamment celui de ramener le sang à l'intérieur de son corps. Et les chevaux utilisent énormément cette méthode, le galop, pour se réchauffer, pour activer leur circulation sanguine de manière massive, et ça leur permet de se réchauffer de manière très efficace. Ces chevaux-là, vous ne les verrez jamais trembler de froid, jamais. Alors que vous-même, quand vous êtes là-bas pendant des heures, et que le temps de montagne est ce qu'il est, c'est-à-dire un temps assez difficile à supporter pour nous êtres humains, vous avez vos pieds et vos mains qui commencent à vraiment glacer, et eux pas du tout, ils le vivent sans aucun problème, sans aucune difficulté. C'est la nature, c'est bien fait. Les chevaux adultes ne jouent pas. Les poulains ont un comportement que la plupart des humains perçoivent comme un jeu. De mon point de vue, ce n'est pas vraiment un jeu au sens où on l'entend. C'est juste une phase de leur apprentissage. Donc ça passe par le jeu, mais ça a une utilité et ils vont arrêter de le faire lorsque ce ne sera plus utile. En fait, comme n'importe quelle espèce animale, ils utilisent la totalité de leur temps et de leurs efforts à essayer de se maintenir en bonne santé, au sens le plus large du terme, afin, je pense, de permettre à leur groupe de prospérer, de se perpétuer. Il me semble que c'est un point commun à n'importe quelle espèce animale existante. La plupart de ces prairies sont situées en montagne, entre 1000 et 2500 mètres d'altitude. À ces altitudes, certaines espèces de végétaux toxiques pour les chevaux ne vivent pas. Certaines espèces de végétaux parmi les plus riches, parmi les moins adaptés pour l'alimentation des chevaux, ne vivent pas. La plupart du temps, il y a pas de moustiques, peu ou pas de temps, très peu de mouches. Ces troupeaux sont, pour la plupart, constitués de juments suités de leurs poulains de l'année, d'autres juments, d'hongres et parfois de jeunes entiers. Sur ce type de terrain, comparé à des terres d'élevage telles la Normandie et la Basse-Normandie, la croissance ici est beaucoup plus lente et les individus n'atteignent jamais des toises aussi grandes. Ici, les individus endurent des conditions climatiques beaucoup plus rudes, se nourrissent d'une herbe beaucoup plus pauvre et au final, cela donne des individus beaucoup moins fragiles physiquement. Les chevaux ici vivent souvent dans des pentes, parfois assez abruptes. Cela leur donne le pied très sûr, au point que vous aurez du mal à en voir un jour trébucher. Ce relief qui constitue leur cadre de vie les muscles naturellement, de telle sorte qu'associés à leur petit gabarit, n'ont pas besoin d'autant de travail de musculation sur le plat lorsque l'équitation leur est ensuite appliquée. L'instinct. L'instinct du troupeau. C'est un titre assez vendeur, pas vrai ? Mais je pense que l'instinct
Il est du domaine de l'indicible. Un individu, il me semble, est constitué d'instinct et d'acquis. Nous allons donc tenter d'évoquer ce qui tient de l'acquis chez Ecus Caballus dans l'état actuel de mes connaissances. Ces dernières années, de manière croissante, j'ai lu, entendu beaucoup de questions d'angoisse et d'interrogations à propos de personnes qui plaçaient des chevaux dans un nouvel environnement pour eux. Et j'ai été souvent sidéré par toutes les difficultés qui étaient évoquées, sidéré par tous ces gens soucieux du bien-être de leurs chevaux, voulant les replacer dans un environnement plus naturel. Ces gens souvent soucieux, à juste titre, des espèces végétales potentiellement toxiques que leurs chevaux pourraient ingérer dans leur nouveau pré. Sidérés également par tous ces gens souhaitant gérer eux-mêmes l'alimentation de leurs chevaux, au point de supprimer totalement l'herbe de leur pré, car elle serait néfaste pour ces animaux. J'avais vraiment l'impression que la plupart des gens considéraient les chevaux comme des animaux stupides, incapables de vivre leur vie. En fait, la réalité tient davantage sur le fait que, par des conditions de vie inadaptées, on a retiré là-bas, en bas, dans la vallée, proche des grands bassins de population, toute possibilité d'autonomie aux chevaux. Et de ce fait, en l'espace d'une génération, ils ont souvent perdu ces capacités élémentaires, vitales. Un cheval, pour devenir un cheval, a besoin de deux choses absolument essentielles: du temps et de l'espace. Du temps, à son échelle, cela veut dire un effectif du troupeau dont il sera issu, stable à l'échelle de plusieurs décennies. De l'espace, ces prairies de montagne présentent notamment certaines qualités qui permettent à ces animaux de devenir des chevaux. Une surface minimum de 2 hectares par cheval, environ, sachant qu'on est sur un terrain qui est relativement pauvre. En plaine, vous pouvez vous permettre de réduire un petit peu cette surface, évidemment. Une végétation relativement pauvre, sans luzerne, un ensemencement naturel, sans certains végétaux trop riches que l'on peut retrouver en plaine, notamment dans les pâturages que l'on a semés pour faire grandir des vaches le plus vite possible, pour fabriquer de la viande le plus vite possible. Un pâturage, c'est un lieu conçu pour et par des éleveurs de vaches, pour les faire grandir le plus vite possible, pour les transformer en viande le plus vite possible. Les chevaux n'ont absolument pas besoin de ça. Une topographie variée, des ruptures de pente franches qui leur permettent de s'abriter du vent, des orages. Une lisière de forêt, toujours pour la même raison. Une dernière qualité à citer, et pas la moindre, un isolement géographique relatif qui permet de réduire l'influence et l'interventionnisme humain de fait, et ainsi de maintenir une dose régulière de sélection naturelle qui me semble absolument indispensable à l'évolution de n'importe quelle espèce animale. Et si on fait un pas de plus en arrière, on pourrait même le résumer ainsi. Un cheval, pour devenir un cheval, a simplement besoin de vivre comme un cheval, au moins durant les premières années de sa vie. En cela, dans mon pays, de nombreux éleveurs font un travail absolument remarquable dans de nombreuses zones rurales de France, en pratiquant l'élevage extensif quasiment exclusivement pour des chevaux de selle, dont la plupart des cavaliers français méconnaissent pourtant totalement les qualités. Afin de former des chevaux courageux, solides physiquement, ainsi que dans leur tête, vivre une vie de cheval semble être plus qu'efficace. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient imaginer, ça ne pose aucun problème pour en faire des animaux proches de l'homme. Suffisamment proches pour établir un lien de confiance suffisamment solide afin d'envisager toutes sortes d'équitation et d'interactions avec lui.
Revenons à l'acquis. Plus j'ai la possibilité de me fondre dans ces prairies, plus j'aperçois davantage, à chaque fois, la prépondérance de l'acquis sur l'inné. L'instinct du troupeau, bien sûr, il doit exister, mais ce que je vois chaque jour, ce sont des aînés qui apprennent à des poulains. Durant ses premières années de vie, un poulain va apprendre à devenir un cheval. Il va beaucoup observer sa mère, mais en réalité, il va observer tous les membres du troupeau. Il va apprendre, dans la limite de temps et d'espace de son environnement, ce qui est comestible, à quel moment, et ce qui n'est pas comestible. Il va développer sa locomotion. Il va apprendre le rôle inhérent à son sexe, à son âge, aux âges des autres individus du troupeau. Tout cela par l'observation, le mimétisme, bien souvent à l'instant où il est le témoin d'un comportement. Il va apprendre son rôle dans le troupeau, où chacun surveille l'environnement du groupe à tour de rôle, où chacun protège et instruit à son tour chaque poulain. L'inné dans tout ça a une influence relativement limitée, il me semble. Certainement plus limitée que l'on ne pourrait l'imaginer. Notamment lorsque des gens qui pratiquent l'élevage intensif vous vendent un simple patrimoine génétique, quasiment sur catalogue. Lorsqu'ils vous vendent un individu vierge, de tout vécu propre, à ce qui a constitué sa propre espèce, au fil des millions d'années de son évolution, sous prétexte que sa particule, son inné, le placerait au-dessus de tout ça. Il me semble qu'il y a un vieux proverbe qui dit qu'avant de courir, il faut apprendre à marcher. Certains studbooks, certains éleveurs, depuis le milieu du XXe siècle, ont, me semble-t-il, oublié cela, l'argent, le profit, au mépris pur et simple du vivant. On leur a vendu l'idée que l'homme était omniscient, qu'il pouvait absolument tout. La première qualité de la science devrait être son humilité, je pense. Mais voyez-vous, en ce début du XXIe siècle, la science et les institutions, les instituts ont besoin du capitalisme pour exister. Chaque jour, ils sont nombreux à se compromettre pour simplement toucher leur salaire. Et peu importe les mensonges que l'on racontera au grand public pour leur faire avaler n'importe quoi. L'image du cheval dans mon pays est façonnée de toutes pièces. Non pas autour de ce qu'il est vraiment, un herbivore grégaire qui passe les 2 tiers de son temps à marcher en broutant. Non, on a façonné son image autour de symboles judéo-chrétiens destinés à tenir à bout de bras un business qui représente 10 milliards d'euros
annuel. Aujourd'hui, en 2017, on constate pourtant que même le clone d'un cheval symbole, champion du saut de Mikado, n'est pas aussi performant que le cheval dont il serait pourtant la photocopie. La nature, décidément, est têtue. Elle n'a que faire des paradigmes artificiels, quels que soient les programmes d'impression monétaire massive qui les soutiennent. Que peut-on tirer de tout ça pour résoudre tous ces problèmes qu'ont les gens avec leurs chevaux de compagnie chez eux, autour des grands bassins de population, où le foncier est très difficile d'accès? Malheureusement, je ne sais pas apprendre à un cheval à devenir un cheval, car je ne suis pas un cheval. Et encore moins le troupeau dont il aurait eu besoin, celui dont il a peut-être été déraciné, parfois bien trop tôt. Ce que je pense savoir, par contre, c'est que depuis que je tiens sur mes 2 jambes, j'assiste à des débats passionnés à propos de la manière dont il serait préférable de manipuler, de monter les chevaux, par une foultitude de gens qui ont pris pour habitude de ne pas aborder les questions qui font le plus souffrir depuis des décennies ces animaux dans mon pays, leurs conditions de vie. Si on le compare à l'humain, un cheval dispose d'une capacité de concentration relativement limitée quotidiennement dans le temps. Environ 20 à 40 minutes quotidiennes tout au plus. Toutes les équitations qui passionnent les Français sont relativement techniques et exigent de ne pas outrepasser cette capacité quotidienne. Ce que l'écrasante majorité des cavaliers respectent totalement. Votre séance d'équitation ou d'interaction dure à peine 1 heure. Pensez-vous que votre cheval voit ses besoins les plus élémentaires satisfaits lors des 23 autres heures que comporte chaque jour, chaque nuit? Le business gigantesque autour du cheval en France est basé là-dessus. Bricoler des chevaux dans des conditions de vie désastreuses, en négation totale de leurs besoins les plus élémentaires, pour ensuite coller des patchs de bientraitance par-dessus, pour essayer de réparer une vie entière qu'on leur a confisquée, remplacée par l'omniscience et l'omnipotence humaine. Étant un animal d'une docilité en réalité extrême, malgré son fort instinct de fuite, comme on peut le lire dans les dictionnaires, ces bricolages, qu'ils soient physiques ou moraux, fonctionnent plus ou moins, et la plupart des gens imaginent que tous ces aménagements sont normaux, car comme on peut l'entendre bien souvent, ce ne sont pas des chevaux sauvages, mais des chevaux domestiques. La plupart des gens ont une image totalement biaisée de ces animaux, parce qu'on fait tout pour leur donner cette image biaisée. D'ailleurs, ça fait une 30aine d'années qu'une certaine association en France est utilisée par les médias spécialisés pour vous expliquer que l'espèce d'équidé Przewalski, elle, peut vivre de manière autonome, car elle n'aurait jamais été domestiquée, contrairement à Ecuscabalus qui aurait perdu ses capacités d'autonomie à cause de la domestication. Je pourrais vous citer au moins 10 races de l'espèce Ecuscabalus qui ont actuellement en leur sein en France des lignes entières d'individus qui ont des capacités de survie en totale autonomie supérieures aux Przewalski contemporains français que j'ai également beaucoup fréquentés. Mais il faut bien vendre des couvertures, des fers, des produits contre les mouches, des bonbons pour chevaux, du floconné, du granulé, des filets, des cosmétiques, des shampoings, des compléments alimentaires de toutes sortes. Tout un tas de produits absolument accessoires en réalité. On entend souvent ce poncif « Chaque cheval est différent » pour justifier telle ou telle absurdité. En réalité, aussi obscure soit la personnalité de chaque individu, la quasi-totalité des traits de caractère que pensent percevoir les propriétaires, entre guillemets, n'en sont pas.
Ils sont simplement la marque du vécu d'un individu. Tout ce que l'on est en mesure de percevoir n'est lié qu'à l'acquis. L'inné est beaucoup plus ténu. Ce n'est jamais vraiment lui qui pose les problèmes dans les rapports interespèces, sauf dans ces cas de consanguinité extrême et leurs conséquences antérieures qu'ont pu engendrer certains studbooks parfois. Les races dites rustiques, dans mon pays, ont encore cette chance parfois de vivre comme des chevaux. Les races dites de sport, toujours entre guillemets, sont généralement considérées comme des symboles et pas comme des animaux. Bien souvent on les surnourrit, on les surcouve, au final on les surfragilise, en leur retirant ce qui a toujours constitué la base de vie de cette espèce, leur troupeau et leur mode de vie, qui est de marcher pour brouter. Tous ces individus ont en commun de souffrir des mêmes maux que toutes les autres espèces animales. La confiscation de quasiment toutes les terres par l'homme pour son usage exclusif. Nous sommes l'espèce dominante. On ne peut pas changer la nature humaine, on peut juste espérer une évolution de sa démographie vers un modèle plus pérenne. Concernant les chevaux, je pense que l'on veut en faire tout autre chose que des chevaux. Quel animal a-t-il déjà pu subir une torture pareille ? Pourquoi le cheval est-il à ce point aimé et maudit à la fois ? Et surtout, au bout de tout ça, quel sort lui réserve-t-on ? Le loup, Canis lupus, il y a environ 30 000 ans, a été domestiqué par l'homme. D'abord comme un partenaire de chasse, puis il en a fait, en quelques milliers d'années, la sous-espèce que nous connaissons tous aujourd'hui, le chien, Canis lupus familiaris. Le chien, sans doute l'animal qui ressemble le plus à l'homme, et pour cause. L'homme a façonné cette sous-espèce de Canis lupus selon ses propres désirs. Le regard du chien, dans lequel n'importe qui pourra lire des expressions tellement proches, des expressions faciales humaines. Le chien, sans doute le seul animal qui serait prêt à mourir pour l'homme. De là où je viens, le propre d'une espèce animale, il me semble que c'est de faire absolument tout pour la survie de son clan, la survie de sa propre espèce. Et pas d'être dévoué corps et âme à une autre espèce, tel un cerf, un valet à son roi. À ma connaissance, il n'existe pas d'autre sous-espèce que Canis lupus familiaris dans ce cas-là. À partir du moment où l'homme a réussi à concevoir cette nouvelle sous-espèce, le chien selon ses besoins, l'homme n'ayant plus besoin du loup, il l'a génocidé, purement et simplement, jusqu'à le faire disparaître de la plupart des pays dits civilisés, dans la France, au milieu du XXe siècle. Un tournant de l'histoire où notre pays avait totalement éradiqué le loup de son territoire. Depuis une trentaine d'années en France, le loup est revenu d'Italie. Les chevaux actuels sont des animaux d'une docilité absolument extrême. Mais il semble assez évident que cela ne suffise pas encore pour l'homme. Lorsque l'homme, quelle que soit la méthode qu'il emploiera, le bon vieux élevage sélectif, le clonage, la manipulation génétique, peut-être un mélange des trois, aura réussi à bricoler sa nouvelle espèce à partir du cheval, alors il déclarera simplement que le cheval est trop imprévisible, trop encombrant pour ses besoins,
trop dangereux par son fort instinct de fuite. Le cheval actuel, le cheval, sera déclaré tout simplement indésirable. Alors le génocide pur et simple de cette espèce pourra commencer, car nous n'aurons plus besoin de lui. Nous lui prendrons absolument tout, peut-être même jusqu'à son nom, pour l'allouer à cette nouvelle sous-espèce que l'on aura baricolée. Ce nouvel animal de compagnie, ce nouveau sportif disponible à la demande, que plus rien ne pourra effrayer, car omniscient, omnipotent, nous en aurons fait notre chose. J'aime me dire qu'un animal vit d'abord et avant tout pour la survie de son espèce. Sinon, pour moi, ce n'est plus un animal.